Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy Play. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma maîtrise, l'amortissement ou l'atténuation acoustique par cristaux soniques appliqués à des systèmes de filtration d'air, en collaboration avec l'entreprise Venmar et l'université de Sherbrooke, avec mon directeur Raymond Panton. Aujourd'hui, je vais vous présenter les contextes et motivations. Pourquoi est-ce qu'il y a un besoin de changement pour les filtrations d'air actuelles, ainsi que comment est-ce qu'on peut apporter ce changement. Les objectifs utilisant les cristaux soniques, la solution principale, leur implémentation comme solution, deux méthodes différentes pour les appliquer, ainsi que la méthode expérimentale et la comparaison des diverses méthodes, et une conclusion pour terminer. Donc, tout d'abord, contexte et motivation. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de modifier les systèmes de filtration d'air actuels? C'est pour diminuer les nuisances sonores pour les particuliers. Mais qui dit diminuer les nuisances sonores dit insérer une solution à l'intérieur de ce système. Donc, si on insère une solution physique, il ne faut pas diminuer ou augmenter les résistivités de l'air, du flux d'air à l'intérieur de la hotte ou des systèmes de filtration, car sinon, ça viendrait retirer l'objectif principal de ces systèmes. Et comment le faire? Grâce à des métamatériaux acoustiques passifs, ou dans mon contexte-là, les cristaux soniques. Les objectifs, à présent. L'objectif principal que souhaite Venmar est de diminuer de 6 décibels les ondes acoustiques entrantes et de les diminuer de 6 décibels à la sortie. Donc, on va le faire grâce à un réseau de cristal soniques qu'on va appeler Sonic Crystal Lattice, pour réseau de cristal soniques, SCM. Et en acoustique classique, on a une pression entrante et une vitesse entrante de l'onde acoustique qui arrive dans un système. Ce système-là, ça peut être l'équation de Helmholtz classique, par exemple. Et à la sortie, on a une pression de sortie et une vitesse de sortie. Ce système-là, c'est ce qu'on essaye de caractériser avec un modèle. Et on veut qu'il soit le plus simple possible pour qu'il soit le plus rapide en computation possible. Donc, on choisit les matrices de transfert, car ce sont des matrices écrites par des matrices 2 par 2 simples, qui sont faciles à coder, et puisque c'est 2 par 2, ça permet de calculer très rapidement. Et grâce à ces matrices de transfert, on peut ensuite calculer très facilement la perte par transmission par la suite. Il y a aussi un dernier objectif que l'on souhaite obtenir, c'est qu'il soit applicable sur n'importe quel profil. Pour l'instant, sur cette matrice, je l'ai uniquement appliqué sur des cristaux soniques, des cylindres, mais ça doit aussi être possible de le faire sur des profils différents, par exemple un profil NACA. Maintenant, leur implémentation comme solution dans un réseau. On a donc notre réseau de cristaux soniques composé de N rangées avec une onde acoustique qui arrive perpendiculairement à notre réseau. Puis, on vient isoler une cellule unitaire, que l'on va nommer cellule unitaire périodique. Donc, ça va être un seul cristal sonique entouré d'un cube d'air qui est répété périodiquement N fois. Et on va ensuite séparer cet élément en deux. On a un élément 2 en fonction de la géométrie différente du cristal sonique. Puis, si on revient en arrière, on a donc ce qu'on va faire mathématiquement avec. On va créer ou établir les matrices de transfert de chacun de nos éléments T1, T2. Puis, sur ces éléments, on va appliquer la matrice de transfert en parallèle. Une fois qu'on a fait ça, ça nous permet d'obtenir la matrice de transfert de l'intégralité de notre CUP. Et une fois qu'on a cette matrice de transfert-là, on réapplique une autre méthode de matrice de transfert appelée STMM ou matrice de transfert en série, qui est tout simplement mettre la matrice de transfert de notre CUP à la puissance n fois le nombre de rangées, pour l'étendre à l'intégralité du réseau. La méthode elle-même, pour l'expliquer, la méthode de matrice de transfert en parallèle. Une fois qu'on a établi notre matrice T1 et T2 grâce à des fluides équivalents, avec le modèle JCA de Johnson-Champoeller, on peut établir la méthode de matrice de transfert en parallèle grâce à la matrice d'intensité qui utilise les paramètres de nos deux matrices T1 et T2. Ainsi que le module RI, qui est un ratio de hauteur, donc le hauteur d'un cristal sonique d'un type diamètre simple sur la hauteur totale du cristal sonique. Et grâce à ça, on applique la méthode décrite par Kevin Verrière, dans l'article de Kevin Verrière, pour avoir les deux cristals soniques en parallèle. Toutefois, cette méthode, elle ne fonctionne pas parfaitement. Car, comme on peut voir sur des résultats préliminaires, il y a un problème qui arrive à 3000 Hz.
une singularité que l'on ne souhaite pas avoir. Mais cela, il y a une hypothèse qu'on a pu établir, c'est que il y a une séparation théorique entre les deux cristalles soniques de différents diamètres. On peut le décrire par une plaque de métal qui n'existe pas, entre les deux cristaux, qui viendrait trancher l'onde acoustique qui arrive perpendiculairement et fausser les résultats sur un modèle qui ne reflète pas la réalité. Donc, dû à cette hypothèse, on peut renommer cette méthode PTMM à la méthode IPTMM ou matrice de transfert parallèle isolée. Méthode de matrice de transfert parallèle isolée. Par la suite. Donc, il faut maintenant avoir une nouvelle méthode qui permet de retirer ce problème-là. Arrive la DPTMM, ou la méthode de matrice de transfert en parallèle discrétisée, où on vient faire quasiment la même chose, sauf à l'étape 1. Ou plutôt que d'établir la matrice de transfert par fluide équivalent VCA unique sur l'intégralité de l'élément 1 et l'élément 2, on va venir les discrétiser identiquement avec plusieurs tranches de taille d'épaisseur delta. Et à chacune de ces tranches, on va appliquer la IPTMM. Une fois qu'on a fait une seule tranche, on va passer à l'autre tranche, faire exactement la même chose et multiplier les deux tranches ensemble, jusqu'à ce qu'on les fait pour chacune des tranches, et ça nous permet d'obtenir la TCUP qu'on souhaite avoir, et les étapes par la suite sont identiques comparées à la méthode précédente. Pour expliquer un petit peu plus en détail exactement ce que fait cette première étape, on prend une CUP, une symétrie de la CUP pour faciliter le codage, et on vient se placer à l'extrémité. Une fois qu'on est à l'extrémité, on se balade sur l'axe X et on va regarder ce que va voir les différentes tranches de notre CUP discrétisée. Et on peut voir que nos tranches vont voir trois situations différentes. La situation 1 va être comprise intégralement dans de l'air, alors que la situation B va être comprise en partie dans le cristal et ensuite dans de l'air pour le petit. Et la situation C, où ça va être intégralement compris dans les deux cristaux. Ça peut être, maintenant qu'on a établi ça, c'est facilement traduisible à l'intérieur du code, où on a une situation A, de l'air en parallèle avec de l'air. Et ici, j'ai pris un ratio de 2 tiers, 1 tiers pour faciliter, 2 tiers pour le gros cristal, 1 tiers pour le petit. Et ça nous permet d'avoir des ratios, ces ratios qu'on réutilise dans l'IPTMM pour chacune des tranches. Ce sont ces ratios-là qui permettent de calculer l'IPTMM par la suite. Donc, c'est très facile. Une fois qu'on est là, on a notre ratio, on a les propriétés d'équation de fluide équivalent pour de l'air, avec le modèle de Johnson-Champoix-Allard toujours. Et donc, c'est très facile quand c'est juste de l'air. En revanche, quand arrive le cristal, on considère que le cristal est un corps rigide, purement rigide. Donc, ce qu'on souhaite avoir, c'est ne pas avoir cette partie-là lorsqu'on calcule les propriétés de fluide équivalent. On veut la retirer, on veut uniquement les propriétés de cette tranche-là, où il y a de l'air. Donc, ce qu'on a même maintenant besoin de savoir, c'est quelle est la distance entre la frontière du cristal et la frontière de la CUP. C'est une fonction que l'on appelle AX, qui est une fonction entre la frontière de notre cristal et la frontière de notre CUP. Donc, on peut voir qu'elle varie avec la position X. Elle est facilement établie grâce à des propriétés trigonométriques, comme HY, la hauteur de notre CUP, en fonction de ça, du diamètre du cristal qu'on le considère, et X, qui est la position de la tranche avec comme repère le centre des cristaux soniques. Important que ce soit au centre des cristaux soniques pour établir la fonction AX. Pour la situation C, c'est exactement la même chose, mais cette fois-ci, on a deux fonctions AX avec le même X, mais un diamètre différent. Et ça nous permet d'avoir les différents ratios, qui sont des ratios de surface. Donc le ratio de la hauteur multiplié par le ratio de l'épaisseur. Donc le ratio de hauteur, c'est 2 tiers. Le ratio d'épaisseur, c'est A divisé par HZ sur 2. Donc ça, ce sont les deux ratios qui nous permettent, si on revient ici, d'établir la CUP grâce à la PTMM. À chaque tranche, on applique la PTMM, on établit la CUP, et on peut l'établir sur l'intégralité du réseau. À présent, le setup expérimental et les comparaisons elles-mêmes. Expérimental, j'ai pris des échantillons imprimés par impression 3D que j'ai mis dans un tube d'impédance carré fourni par Mecanum. Je les remercie fortement pour cela. En utilisant la norme ASTM 2611. Cette norme-là
ça prend en compte un tube d'impédance de section carrée avec 4 microphones, 2 microphones en amont des échantillons et 2 microphones en aval. Et ça permet de déterminer grâce à deux terminaisons différentes, une terminaison anéchoïque et une terminaison arbitraire qui était de la laine dans ce cas-ci. Ça permet de déterminer la perte par transmission grâce à des matrices de transfert déterminées par les fonctions de transfert qui sont des fonctions entre les microphones pour savoir ce qui se passe à l'intérieur du tube, en amont et en aval. Une fois ça, les résultats, on peut voir la courbe en rouge qui sont les valeurs expérimentales et une courbe en bleu qui est un modèle numérique comme sol dont je n'ai pas parlé mais que j'ai établi au préalable pour pouvoir confirmer les résultats expérimentaux d'abord. On peut voir qu'elles sont correctes, ça c'est une bonne chose. Mais la TTMM, il y a un léger décalage en fréquence. En réalité, ce n'est pas gênant, parce que, comme on peut voir, on a la forme, on a la bonne part par transmission, on a juste un léger décalage de 100 Hz. Et puisqu'on travaille pour une entreprise Venmar qui souhaite diminuer les ondes nocives sur une large bande de fréquence, car les systèmes de filtration font du bruit sur une large bande de fréquence, pas une fine, ce n'est pas si gênant que ça, même si la fréquence centrale n'est pas identique, puisqu'on travaille sur une large bande de fréquence, ce n'est pas gênant. Mais ce serait tout de même intéressant de voir pourquoi c'est le cas, pourquoi il y a ce décalage. En conclusion, la méthode DTMM est un outil fonctionnel capable de calculer la perte par transmission utilisant uniquement des matrices de part 2. Elle nous permet d'obtenir une perte par transmission de 6 décibels largement sur les dimensions des cristaux étudiés, bien sûr. Il peut être utilisé sur n'importe quelle géométrie qui a été écrite en fonction d'une fonction AX. Donc, comme j'ai dit auparavant, comme un profil NACA, tant que la fonction du profil est établie, on peut utiliser cette méthode sur n'importe quel profil, tant qu'il est identique sur un axe. Comme un cylindre est identique sur un axe, un profil NACA reste identique selon un axe. Et le temps de calcul est très court comparé au modèle numérique. Le modèle numérique montré juste avant prenait environ 45 minutes, alors que ce modèle DTMM prend 30 secondes pour 20 tranches. La continuation de ce projet est l'optimisation nécessaire pour obtenir une perte par transmission sur une large bande de fréquence spécifique au haut de Venmar. Parce que là, j'ai uniquement travaillé sur j'ai pris une taille de cristal sonique arbitraire, et il faudra l'optimiser pour avoir une bonne taille de cristal sonique selon ce que Venmar souhaite avoir. Et de déterminer si la géométrie, cette fois-ci, non pas la méthode, mais la géométrie des cristals soniques est viable en basse fréquence, car pour l'instant, j'ai uniquement montré des résultats en haute fréquence, mais en basse fréquence, tout le monde sait que c'est beaucoup plus difficile à obtenir de bons résultats. Merci beaucoup.